Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 50. Dans cet épisode, on va répondre à la question « Est-ce que la France est un pays écologique ?» Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode. Si vous voulez télécharger la transcription PDF bilingue de chaque épisode, en français-anglais ou en français-espagnol ou français-portugais, elles sont disponibles sur ma page Patreon. Je vous mets le lien dans la description Spotify et YouTube. Vous aurez des bonus comme des explications supplémentaires de grammaire ou du vocabulaire, des synonymes, des liens vers des vidéos, etc. Vous aurez aussi la version apprenant de chaque épisode, sans le générique, ni les annonces, ni les publicités. Et en plus, vous recevez en avant-première chaque épisode avant leur publication. Alors, est-ce que la France est un pays qui respecte l'environnement ? Qu'est-ce que les Français font pour être écolos ? Qu'est-ce que l'État fait pour l'écologie ? On va répondre à tout ça aujourd'hui. Alors, c'est parti. Bon, je crois qu'on le sait tous, on est dans une crise climatique mondiale. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les médias. C'est un sujet qu'on entend un peu partout. Bon, sauf depuis le début de l'année 2020, où on parle principalement de la pandémie mondiale. Bref, on est au courant que la planète souffre à cause des problèmes écologiques, de la pollution, du fait qu'on soit de plus en plus nombreux, etc. Être au courant, ça veut dire être informé. Donc on est au courant de la situation. Mais il n'y a pas que la planète qui souffre, il y a les humains aussi, puisque la pollution provoque environ 40 000 décès par an en France et plus de 6 millions dans le monde, la 4e cause de décès. Et selon moi, c'est un sujet qui est prioritaire dans ma vie. Il y a certains pays qui ont décidé d'adopter des politiques plus ou moins écologiques pour minimiser, pour réduire leur impact environnemental. On parle souvent d'empreinte écologique. Une empreinte, c'est une marque que vous laissez derrière vous après votre passage. Pour les doigts de la main, on parle d'empreinte digitale. Les smartphones ont maintenant tous des capteurs d'empreinte digitale pour déverrouiller, pour débloquer le téléphone. Dans une enquête policière, on veut trouver les empreintes des criminels généralement. Et si je marche dans la terre avec mes chaussures, si je rentre dans ma maison et si je marche sur le sol, je vais laisser une empreinte de pas, une empreinte de ma chaussure. Donc on évoque très régulièrement le terme d'empreinte écologique ou encore l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est le dioxyde de carbone, le CO2 qu'on a rejeté dans l'air, dans l'atmosphère, à cause d'une certaine activité. Par conséquent, ça serait logique de chercher à réduire ces émissions de CO2. Le mot émission vient du verbe émettre. Il est aussi utilisé pour parler d'un show. On dit en français une émission de télévision ou de radio. Donc on veut diminuer le plus possible nos émissions de gaz à effet de serre. Le CO2 est un gaz à effet de serre très puissant, mais c'est aussi le cas pour le méthane, le CH4. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la vapeur d'eau, H2O, est aussi un gaz à effet de serre, mais avec un effet beaucoup moins important que le CO2 ou le méthane, bien sûr. Mais il n'y a pas que les émissions de CO2 qui peuvent poser des problèmes d'écologie. Il y a aussi le respect de la nature, des animaux, de la biodiversité, de la géodiversité. En gros, on parle ici de respecter l'environnement dans sa globalité. Premièrement, il faut savoir que la France est l'un des pays les plus respectueux de l'environnement du monde. J'ai regardé le classement de l'année 2020 et la France est 5e sur 180 pays. Et je vous donne le top 5. Le champion en première place est le Danemark, suivi du Luxembourg, la Suisse, le Royaume-Uni et enfin la France. Mais pourquoi ? Premièrement, on va déjà parler de l'énergie en France. Il faut savoir que la France est le 2e producteur d'énergie nucléaire derrière les États-Unis. Waouh, le nucléaire, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes parce qu'il a souvent une image très négative. Donc oui, en cas d'accident de centrale nucléaire, la catastrophe est horrible, comme dans le cas de Tchernobyl en Ukraine ou encore Fukushima au Japon. Le nucléaire produit aussi des déchets radioactifs et c'est bien entendu le plus gros inconvénient. Parce que pour produire de l'énergie avec du nucléaire, on utilise de l'uranium pour faire chauffer de l'eau et la vapeur d'eau va être propulsée sur des turbines qui vont faire tourner un alternateur
pour produire de l'électricité. D'ailleurs, la fumée blanche que vous voyez sortir des énormes cheminées des centrales nucléaires, c'est de la vapeur d'eau condensée, ce ne sont pas des gaz toxiques. Mais est-ce que vous saviez que le nucléaire est l'énergie qui émet presque le moins de CO2, ce gaz à effet de serre que tout le monde redoute? Ici, le verbe redouter veut dire avoir peur de quelque chose. C'est un synonyme de craindre. En effet, l'énergie nucléaire émet environ 12 grammes de CO2 par kilowattheure et le charbon environ 900 grammes. En 2020, la part du nucléaire en France a été de 67%, donc plus de la majorité. Il y a beaucoup de centrales nucléaires en France et elles ont été installées à partir des années 60. Il y a une centrale qui a été fermée en 2020 parce qu'elle était trop vieille et elle avait des failles de sécurité. Une faille, ça veut dire un défaut. Donc malgré les rénovations de cette centrale, il valait mieux la fermer. Donc même si on utilise du nucléaire en France, on prend beaucoup de précautions. Le pays utilise aussi d'autres énergies. La deuxième, la plus utilisée, est l'énergie hydraulique. C'est une énergie renouvelable, ça veut dire qu'elle utilise une ressource que la nature renouvelle plus rapidement que notre utilisation. On utilise la force de l'eau pour faire tourner également des turbines et donc des alternateurs. On construit un barrage pour retenir l'eau et la contrôler pour la faire passer dans des tuyaux spécifiques jusqu'à la centrale hydraulique. L'hydraulique est une énergie verte, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas beaucoup de CO2, à environ 24 grammes par kilowattheure. Donc on profite de nos montagnes et de nos rivières pour faire de l'énergie hydraulique qui représente environ 13% de l'énergie totale produite. D'après le site internet Electricity Map, les pays scandinaves utilisent majoritairement l'énergie hydraulique par exemple. Ensuite en France, on utilise l'éolien. C'est aussi une énergie renouvelable. Donc il y a des champs d'éoliennes un peu partout en France. On utilise la force du vent pour faire tourner une hélice et donc un alternateur. L'énergie éolienne représente 8% de l'énergie française. On utilise encore de l'énergie fossile en France avec le gaz et le charbon, mais il représente seulement 7,5%. Le gaz produit environ 500 grammes de CO2 par kilowattheure et le charbon environ 900 grammes, comme je disais un peu avant. Ce ne sont pas des énergies renouvelables parce qu'on sait que les stocks de gaz naturel et de charbon s'épuisent plus vite que notre consommation, que notre besoin. Ici, le verbe épuiser veut dire vider une ressource. Il veut dire aussi fatigué. On peut dire que je suis très fatigué, je suis épuisé. Donc je suis vide d'énergie. On se sert bien sûr de l'énergie solaire, qui est une énergie renouvelable, mais pas beaucoup, à environ 2,5%. L'énergie solaire émet environ 50 grammes de CO2 par kilowattheure, donc 3 fois plus que le nucléaire ou l'hydraulique. Parce que pour construire des panneaux solaires, on utilise du silicium qui vient de Chine et qui nécessite de l'énergie fossile comme du gaz ou du charbon pour son extraction. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie parfaite et qui n'émet pas du tout de déchets ni de CO2. L'inconvénient du nucléaire, ce sont les déchets. Le problème de l'hydraulique, ce sont les destructions des écosystèmes et donc de la biodiversité à cause de la déviation de l'eau. Le problème de l'énergie éolienne et du solaire, c'est l'intermittence, parce qu'il n'y a pas tout le temps du vent et du soleil. Donc c'est difficile de trouver des solutions 100% écologiques. Personnellement, je trouve qu'il faut un mélange de différentes énergies pour arriver à trouver un équilibre. En résumé, le premier facteur qui fait que la France est un pays plutôt vert, plutôt non polluant, c'est la faible émission de CO2 liée aux énergies. Dans les foyers français, vous verrez beaucoup plus de systèmes électriques. Les Français utilisent majoritairement du chauffage électrique, des fours électriques et des plaques de cuisson électriques. C'est depuis environ 15 ans que les plaques de cuisson à induction ont remplacé les plaques de cuisson au gaz. Chez mes parents, on avait des plaques au gaz reliées à une bouteille de gaz. Ensuite, ils ont acheté des plaques vitrocéramiques, donc électriques, et maintenant, ils ont des plaques à induction, donc aussi électriques. L'induction, c'est le même principe que la recharge sans fil de votre téléphone. Vous posez l'appareil sur un support qui envoie la chaleur par électromagnétisme. Pareil pour le chauffage, on peut encore trouver des chauffages au gaz dans les maisons anciennes, mais on utilise plus les chauffages électriques. Certaines maisons utilisent aussi des cheminées si on habite près d'une forêt, c'est assez pratique. Et pour chauffer l'eau dans les maisons, on utilise des cumulus, on dit des chauffe-eau, qui utilisent l'électricité.
Ce sont des réservoirs d'eau, par exemple de 100 ou 200 litres, dans lesquels l'eau est chauffée par une résistance électrique, comme une théière électrique par exemple. Mais on trouve encore des chaudières à gaz aussi. Ensuite, je voudrais parler du transport. C'est un point important du respect de l'environnement. En France, et comme dans beaucoup de pays, je suppose, ce sont les voitures particulières, privées, qui polluent le plus. Même s'il y a de plus en plus de voitures électriques ou hybrides dans le pays, il y a toujours la grande majorité qui utilise l'essence ou le gazole, c'est-à-dire le diesel. Si vous allez dans les grandes villes, vous pourrez voir beaucoup de véhicules électriques, comme des trottinettes, des scooters, des vélos, des skates, etc. Un véhicule, c'est un objet qui sert à se déplacer d'un point A vers un point B. Il y a aussi des voitures électriques en location libre-service et des vélos aussi. L'État favorise les véhicules qui polluent moins. Il y a une prime financière à la conversion qui vous donne de l'argent pour acheter une voiture neuve, électrique ou hybride. Bon, on ne vous paye pas la voiture entière, mais on vous donne une petite contribution. C'est un bonus écologique. Et au contraire, vous devez payer un malus, donc le contraire du bonus, donc une taxe supplémentaire si vous achetez un véhicule polluant. Mais les voitures électriques ont des inconvénients aussi. La fabrication de la batterie nécessite d'extraire du lithium dans des pays d'Afrique et comme pour les panneaux solaires, on pollue pour extraire les matériaux. Réduire la pollution liée au transport est donc un challenge pour l'État puisque la pollution augmente, donc il faut plus de voitures. Et s'il y a de plus en plus de gens, il faut de plus en plus de marchandises. Donc on doit utiliser de plus en plus de camions, on dit aussi des poids lourds. Donc ce sont les gros véhicules qui transportent les marchandises. Et parmi les marchandises transportées, il y a les produits alimentaires, les matériaux de construction, les colis, etc. Donc les poids lourds sont aussi une source importante de pollution. J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur les transports, mais c'est le train et le TGV qui sont les plus écologiques, qui émettent le moins de CO2 quand on parle de transport en commun. Et les transports en commun comme les bus ou les tramways sont de plus en plus électriques en France, donc ils produisent pas beaucoup de carbone. Le covoiturage est aussi une bonne alternative. Et le moyen de transport qui pollue le plus, c'est l'avion, bien évidemment. Le gros point négatif, le gros point noir, c'est l'industrie de l'agriculture en France. La France est le premier plus gros consommateur de pesticides en Europe et le 3e au monde. Donc c'est horrible parce que les pesticides et les engrais chimiques contaminent l'eau, les sols, la biodiversité, etc. Et en plus, ce sont des poisons pour le corps humain. L'agriculture industrielle a été inventée dans les années 50 après la guerre mondiale parce que la France avait du retard à rattraper, donc il a fallu produire rapidement et pas cher. Mais on sait maintenant que ce modèle de monoculture avec des engrais chimiques est un désastre pour l'environnement. C'est pareil pour l'élevage intensif des bœufs pour leur viande, des vaches pour leur lait, c'est aussi un cauchemar écologique qu'il faut changer. C'est pour ça que personnellement j'ai réduit ma consommation de produits laitiers et que je suis végétarien. C'est pour ne pas contribuer à cette pollution. J'explique en détail pourquoi je suis végétarien dans l'épisode 32 d'ailleurs. Donc je pense que les solutions seraient de premièrement tous manger biologique, mais je sais que ça coûte plus cher. Biologique, ça veut dire sans engrais chimiques, sans pesticides. C'est ce que je me dis quand j'achète du bio, c'est que je protège mon corps des produits toxiques, donc je serai en meilleure santé, donc j'aurai moins de dépenses liées aux maladies plus tard. En fait, je considère la nourriture bio comme un investissement dans ma santé. Donc je vois absolument aucun intérêt à manger des produits qui ne sont pas bio. Ils sont ni bénéfiques pour moi, ni pour la planète. Et donner de l'argent aux industries qui produisent des aliments qui ne sont pas bio veut dire que je les encourage à faire de l'agriculture polluante. Deuxièmement, il faudrait réduire notre consommation de viande rouge en priorité. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. En France, on est habitué à manger beaucoup de viande, par exemple. Cela dit, l'agriculture biologique et les polycultures augmentent énormément dans le pays, mais c'est pas encore suffisant. Donc monoculture, ça veut dire une seule culture dans un champ, par exemple que du blé. Et au contraire, les polycultures, ça veut dire plusieurs cultures dans un même endroit, comme la permaculture, par exemple. 13% des Français disent qu'ils mangent du bio tous les jours. Et le mieux, c'est de consommer local et des produits de saison et éviter de manger des tomates en hiver, par exemple, ou de manger des mangues qui viennent de l'autre bout de la planète, sauf si on habite dans un pays tropical, évidemment.
Comme dans beaucoup de pays, il y a des marchés en France où on peut directement acheter les produits bio à un producteur local. Quand les produits sont bio, que ce soit sur les marchés ou dans les magasins, ils ont une étiquette, un label AB, agriculture biologique, et ils sont très contrôlés, donc c'est un label fiable. Voilà, j'ai aucune affiliation avec une marque de produits bio, mais j'encourage vraiment les gens à manger bio, local et des produits de saison pour réduire au maximum la pollution liée à l'agriculture industrielle. Un autre point écologique important, ce sont les déchets. Il faut les trier, les composter, les recycler ou les valoriser. En effet, si on ne peut pas recycler un déchet, on peut par exemple le brûler et en faire de l'énergie avec la production de chaleur. Donc c'est ce qu'on fait en France. On revalorise certains déchets. Ça veut dire qu'on fait un deuxième traitement. Avec les déchets, on les réutilise pour une autre utilisation. Dans les foyers français, il y a différents containers pour les différents types de déchets. Donc les habitants doivent trier leurs déchets le plus possible. Mais ce n'est pas une obligation légale. La commune, donc aussi l'État, donne aux Français des poubelles de différentes couleurs pour faire le tri. Une pour les ordures alimentaires, donc celles qui peuvent être compostées, une autre pour les papiers et cartons propres, et une troisième pour le plastique. Et ces poubelles sont ramassées par des éboueurs, donc c'est un camion qui passe plusieurs fois par semaine. Pour les déchets en verre, par exemple, les Français doivent aller les vider dans un conteneur spécifique dans leur ville ou dans leur quartier, ça dépend. Même chose pour le textile, donc par exemple les vieux vêtements, on doit aller les porter dans une poubelle spéciale près de chez nous. Et ensuite, il y a des organisations qui récupèrent les vieux vêtements et qui les donnent à des associations ou qui les revendent par exemple. Les emballages ménagers sont recyclés à environ 70%. Donc un emballage, c'est l'enveloppe d'un produit qui sert à le transporter ou à le conserver. Par exemple, l'acier peut se recycler à 100%, le verre à 85%, mais le plastique à seulement 29%. La France a adopté récemment une loi anti-gaspillage pour atteindre zéro plastique jetable en 2040, donc pour les emballages. Et depuis 2020, les plastiques à usage unique sont interdits en France. Par exemple, les pailles, les couverts en plastique, les gobelets, les boîtes pour mettre les sandwichs, etc. Donc c'est un très bon point. Ici au Mexique, avec ma femme, on privilégie les aliments achetés en vrac, c'est-à-dire sans emballage. Dans les magasins bio, il y a des distributeurs de lentilles, de pois chiches, de farine, etc. pour éviter d'utiliser un emballage en plastique. Et on se sert avec des poches en papier. Donc la France produit beaucoup de déchets, mais elle essaye de les recycler de plus en plus et elle progresse à ce sujet. Comme je disais dans la conversation avec Lisa sur les habitudes alimentaires des Français, ils consomment énormément d'aliments préparés qui sont le plus souvent emballés dans du plastique. Donc c'est mauvais pour la planète et en plus ils sont mauvais pour la santé. Oui, je déteste les aliments préparés. Je préfère les acheter et les cuisiner moi-même à la maison. On pourrait par exemple instaurer un système de consigne des bouteilles comme en Allemagne. Si les Allemands ramènent une bouteille en plastique dans une machine spéciale dans les supermarchés, ils reçoivent de l'argent en échange. Donc ça c'est un très bon système pour moi. Et dites-moi dans les commentaires comment votre pays fait pour les déchets et même pour les autres thèmes dont j'ai parlé aujourd'hui. Vous pouvez aussi écrire vos idées en commentaire en disant par exemple au conditionnel « on pourrait faire comme ça ou comme ça », etc. Ensuite, j'ai pas parlé de la pollution créée par les usines, les manufactures, etc. Mais c'est pas un point où les particuliers peuvent vraiment agir, contrairement aux autres points. Mais j'ai fait le tour de la question dans cet épisode aujourd'hui. Voilà, c'est ainsi que je termine cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. ¿Eres hispanohablante, principiante o intermedio en francés? ¿Quieres conocer toda la gramática de forma conversacional para aprender a hablar con confianza? Te propongo una clase de muestra gratuita conmigo de mi programa Fluidité y te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu veux pratiquer ton expression orale en priorité avec un professionnel qui te corrige, qui te sort de ta zone de confort, je propose aussi des ateliers de pratique de conversation avec des tuteurs ou tutrices natifs. Le lien est dans la description et la session d'essai est 100% remboursée. Les conditions sont disponibles sur la page internet. À bientôt!